Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information sur la télévision Labari en ce samedi 27 juin 2020. Dans un communiqué du ministère en charge des Transports daté du 25 juin 2020, les usagers de la route détenteurs du permis de conduire en papier carton sont invités à se conformer au nouvel arrêté en date du 15 juillet 2019 visant le renouvellement des 10 permis en format biométrique. Cette situation est dénoncée par les acteurs de la société civile défenseurs des droits des consommateurs. C'est le cas du président du mouvement pour la promotion d'une citoyenneté responsable, nous, Mamadou Arzika. Je propose de suivre sa réaction en extrait avant de le retrouver en intégralité à la fin de ce journal. Nous avons dit jusqu'à présent, nous sommes sur notre position. Par rapport à cette réforme, c'est une réforme que nous considérons biaisée. Et il faut que le rapport de la Halcia soit exploité pour que la sanction qui doit être portée soit. Nous ne sommes pas contre les réformes, mais les réformes qui doivent tenir compte d'un certain nombre de principes de base. Aujourd'hui, on est là, ils ont essayé de chercher des copains. Vous avez vu, un moment, ils ont mobilisé le président de l'Assemblée qui est parti là-bas pour, soi-disant, faire son permis, et elle a profité pour faire une publicité pour demander aux jeunes de venir faire comme lui. Et depuis quand on a vu un président de l'Assemblée se permettre de se comporter comme ça dans les choses de cette nature? Et tout ça parce que c'est des copinages partisans et que les gens pensent que c'est comme ça qu'il faut faire. Nous estimons que ce n'est pas normal et cette activité-là doit être suspendue et reportée jusqu'à ce que les conditions soient réunies et que les gens soient bien sensibilisés et qu'on puisse recadrer cette réforme, qu'on sache exactement elle doit couvrir quoi et quoi. Et elle doit aller jusqu'à quand? Parce qu'on ne peut pas demander aux gens qui ont des permis permanents de les reprendre pour avoir des permis temporaires que tu vas reprendre tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Donc tous les 5 ans, tous les 10 ans, il faut que tu cherches de l'argent à donner à ces gens-là. Ah bah, c'est exagéré, c'est inadmissible. Voilà ce que nous dénonçons. Voilà ce que nous considérons qu'il y a lieu de dénoncer et il y a même lieu de le combattre. Au-delà de la dénonciation, il faut le combattre. Parce que là-dedans, il y a même de la concussion. On a vu, la CIA a relevé qu'il y a même du népotisme là-dedans, il y a du favoritisme, il y a de la tentative de corruption dans tout ce qui a été fait. Donc pourquoi on ne va pas exploiter le rapport de la CIA et on va nous demander maintenant qu'on donne un délai de 14 jours et on nous dit, bon voilà, il faut que les gens... Ils pensent que les gens ont oublié. Il pense maintenant que tout est terminé. Lui, là, d'ailleurs, il n'a qu'à revenir nous donner nos explications qu'on attend de lui par rapport au ministère de la Défense. Voilà, nous, Mamadou Arzika, que vous suivrez en intégralité à la fin de ce journal. La liste des candidats des agents de santé de terrain présélectionnés pour le recrutement à la fonction publique fait objet de contestation de la part notamment du syndicat national des agents de santé de terrain. Ce syndicat interpelle les autorités sur les conditions de ce recrutement et exige plus de transparence dans la présélection et la sélection définitive. D'autres détails dans ce résumé, dans ce reportage de Sadou Doumi et Hassan Saleh Mustafa. Les agents contractuels de santé de terrain crient au secours et interpellent les autorités par rapport à une fraude qui se profile à l'horizon dans le recrutement sans concours de contractuels de santé annoncé par le président de la République Issif Mahamadou dans un message à la nation dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Nous aimerions d'abord remercier le ministère pour l'amorce, en tout cas pour un début d'exécution du protocole que nous avons signé avec le ministère de la Santé. Mais après, pour en venir au recrutement sans concours, d'abord ici, nous dénonçons d'abord le fait que c'est un nombre insignifiant. 200 contractuels à recruter sur un total de 6445 contractuels, c'est vraiment insignifiant. Et maintenant, quant au processus même de recrutement sans concours, nous avons constaté dans les listes de présélection qui sont sorties, et d'ailleurs, présélection d'ailleurs à laquelle le principal syndicat des contractuels qui est le SINASAT n'a pas été associé, et nous avons constaté dans ces listes qu'il y a un certain nombre de noms, beaucoup d'ailleurs qui, pour certains, n'ont jamais été contractuels et d'autres l'ont été à un moment donné, ils ont rompu leur contrat, mais ils figurent dans cette liste de présélection. Nous sommes venus ici dénoncer en fait cet état de fait. Le syndicat des agents contractuels de santé de terrain se mobilise pour dénoncer la présélection entachée d'irrégularité et exiger son implication dans le processus de la sélection. C'est un début de processus, voilà ce qui a été amorcé. Maintenant, pour le recrutement de ces 200-là,
notre syndicat qui est le SINASAT, qui est le principal syndicat de contracteurs, nous voulons être... C'est une obligation au ministère de nous associer dans le processus de ce recrutement-là. En l'occurrence, le comité de sélection qui sera mis en place dans les jours à venir, obligatoirement, notre syndicat doit siéger au sein de ce comité-là. Et aussi, nous voudrons ici que le ministère, avant que ce comité ne siège, essaye de faire une confrontation entre cette liste de présélection et également la liste de tous les contractuels par région que le ministère possède déjà, pour essayer de voir qui sont contractuels et qui ne sont pas, ou qui l'a été et qui ne l'est plus maintenant, pour pouvoir vraiment éliminer ces zones-là et donner cette chance aux vrais contractuels qui étaient là depuis, pour certains, depuis 15 ans dans ce contrat, pour qu'ils aient la chance d'être recrutés à la fonction publique. Au total, 200 contractuels de santé de terrain seront recrutés directement à la fonction publique sur les 6 545 places prévues dans le cadre de ce recrutement. Autre dénonciation, cette fois-ci du syndicat autonome des magistrats du Niger, le SAMAN. Le syndicat a dénoncé auprès de la première présidente de la Cour de cassation les conditions d'un test de sélection de 2 auditeurs de justice pour une formation à l'École nationale de la magistrature de Bordeaux à Paris, en France. Donc, de Bordeaux, donc, en France. C'est dans une correspondance adressée à la présidente, donc la première présidente de la Cour de cassation. Résumé de celle-ci avec Hassan Saleh Mustafa. Selon le SAMAN, suivant un avis sans date ni numéro, la secrétaire générale du ministère de la Justice informait le personnel du dit ministère de l'ouverture d'un test de sélection pour le cycle international long de l'École nationale de la magistrature de Bordeaux. Selon les termes de l'avis, les conditions de candidature pour la seule place accordée au Niger sont les suivantes. Être titulaire d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme équivalent, être âgé d'au moins de 37 ans et parfaitement francophone, disposer d'un numéro matricule et être membre du personnel du ministère de la Justice. Au bout du compte, on avait assisté à un recrutement de 2 personnes et non d'une seule tel qu'annoncé dans l'avis de ce test. En effet, poursuit le SAMAN, selon les informations données sur les 10 sites, le cycle s'adresse aux futurs magistrats ou magistrats nouvellement nommés, ce qui est totalement différent du profil défini dans l'avis du ministère. L'analyse de cette situation permet aisément de comprendre qu'il n'était pas en réalité question d'organiser un recrutement direct d'auditeurs de justice nigériens conformément aux conditions fixées par l'École nationale de la magistrature de Bordeaux. Il s'agissait plutôt de procéder à un test de sélection de plus méritants parmi les auditeurs de justice régulièrement admis à un concours souverainement organisé par l'État du Niger en vue d'assurer juste leur formation par la dite école dans le cadre de la coopération. Malheureusement, la manière par laquelle le recrutement de 2 auditrices de justice a été opéré viole clairement les dispositions pertinentes de la loi numéro 2018-36 du 24 mai 2018 portant statut de la magistrature, loi mère en matière de recrutement, de formation, d'intégration et de nomination des magistrats nigériens. En définitive, le syndicat autonome des magistrats du Niger SAMAN conclut absolument à une fraude à la loi dès lors qu'à l'état actuel de la législation nigérienne, aucun autre mode de recrutement des magistrats n'est prévu en dehors de 2 cas ci-dessus exposés. Outre cette affaire de recrutement de 2 auditrices, cache une véritable rupture d'égalité de chance entre les citoyens nigériens qui se matérialise par la définition d'un profil très orienté et discriminatoire par le ministère de la Justice. Dans tous les cas, un flou persiste sur la question car en dépit de leur supposée admission en qualité d'auditrice de justice et leur rentrée virtuelle effectuée le 8 juin 2020 à l'école magistrature de Bordeaux, le nom de 2 intéressés figure encore sur la liste définitive des candidats autorisés à se présenter au prochain concours de recrutement de nouveaux magistrats, respectivement au numéro 78 et 450. Si tant est que leur admission au test de sélection leur confère déjà le titre d'auditrice de justice, pourquoi vont-elles effectuer le prochain concours, se demande le SAMAN. Dans le cas contraire, pourquoi ne pas attendre leur admission éventuelle au dit concours pour le soumettre au test de sélection au même titre que les autres heureux admis pour déterminer les plus méritants à bénéficier de la bourse de coopération
Ainsi, soucieux de la préservation de l'indépendance des magistrats, laquelle est très tributaire des conditions ou circonstances de leur recrutement, le SAMAN a l'impérieux devoir de vous dénoncer cette situation en tant que premier magistrat de l'ordre et de la hiérarchie judiciaire. La section nigérienne de la campagne Tournons la page, une coalition d'ONG qui milite pour une alternance démocratique sur le continent africain. La section nigérienne donc de cette campagne a élaboré récemment un document de communication et de plaidoyer. Le dit document est en validation depuis ce matin au cours d'un atelier qui regroupe plusieurs acteurs. Résumé de la cérémonie d'ouverture de cet atelier avec nos reporters Aboubakar Souley et Asmaou Seydou. Agir ensemble pour la justice fiscale, la redevabilité des dirigeants et la démocratie au Niger. C'est dans ce sens que TLP Niger a initié cet atelier national de validation du document de la stratégie de communication. Une stratégie de plaidoyer et de communication du tournant la page TLP Niger. Pendant la crise de Covid-19, ont été lancées simultanément des campagnes virtuelles TLP sur l'importance d'un roulement biométrique sur la liste électorale et la lutte contre la pandémie de coronavirus. De plus, des formations des membres de coordination des régionales de TLP Niger sur une meilleure utilisation des outils sécurisés ont été organisées, notamment à Maradi et à Dosso. Nous voilà aujourd'hui, par la grâce d'Allah, réunis pour la validation de la stratégie de communication de notre structure TLP Niger. Dans ce monde de plus en plus informatisé et communicateur, nous devons adopter nos actions pour mieux faire valoir notre citoyenneté. Elle invite par la même occasion les participants à cet atelier à... En effet, je voudrais vous inviter à vous pencher avec une attention particulière sur ce document pour appuyer sa validation et sa mise en œuvre. Cette stratégie de communication participe activement et de façon constructive aux travaux de cet atelier. Notons que cet atelier a pour objectif de renforcer la visibilité, la sécurité et la crédibilité du mouvement Tournant la page. Aussi, ce document s'inscrit dans le mouvement régional africain et international de TLP. Voilà, comme promis, donc, place à présent à la partie magazine consacrée à la réaction du président du mouvement pour la promotion d'une citoyenneté responsable, Nuhu Mamadou Arzika. Réaction donc au dernier communiqué du ministère en charge des transports qui invite les usagers de la route détenteurs du permis en papier carton à se conformer avant le 15 juillet prochain à l'arrêté de 2019 qui instaure un permis de conduire sous format biométrique. Réaction donc de nous, Mamadou Arzika. Bonne réception et bonne suite de nos programmes. C'est avec une profonde indignation que nous avons lu le fameux communiqué qui a été rendu public par le ministre de Transport qui a ramené sur le tapis cette question du permis biométrique qu'ils avaient décidé d'instituer et de vouloir imposer à notre peuple sans qu'il y ait ni consultation ni concertation et sans que les procédures légales ne soient respectées régulièrement. Il vous souviendra que l'année dernière, lorsque la question avait été soulevée, c'est pratiquement en catimini que la chose a pu se lancer. Et nous avons réagi. Et cette réaction a fait que les autorités, notamment la Halcia, s'est saisie du dossier. Et au niveau de la primature, le Premier ministre même a ordonné la suspension de ces activités qui étaient lancées, où on demandait coûte que coûte à tous les Nigériens qui détenteurs de permis de conduire anciens de venir s'obliger, dans un délai qu'ils ont indiqué, à faire le permis biométrique. Et avec tout le coût qu'ils avaient à l'époque
naturellement déterminé. Il y avait même une volonté de reprise, alors que quelqu'un qui a déjà son permis, il est en règle avec l'administration. Il a déjà payé ce qu'il doit payer avant de détenir par devers lui ce permis-là. Maintenant, quand il y a eu ces débats, finalement, les gens ont dit, ah, ouais, comme les gens ont déjà payé, donc on va soustraire ça du montant qui était demandé. On parlait à l'époque de 19 000 et quelques, plus les courses que vous allez faire et le temps que vous allez perdre à réaliser tout ça. Donc, ce sont toutes ces choses-là que nous avons été amenés à... Nous avons dit, en ce qui nous concerne, nous ne sommes pas contre les réformes. Mais les réformes conformément aux dispositions de la Constitution, ce sont des actes réglementaires. Ce sont des initiatives aussi des politiques publiques qui participent de la réforme. Ça doit donc disposer pour l'avenir. Vous ne pouvez pas prendre un arrêté qui est un acte réglementaire qui doit disposer pour l'avenir et imposer à ce que les citoyens soient obligés d'accepter de subir de manière en rétroaction et comment on appelle votre mesure. Quelqu'un qui a déjà son permis. Alors bon Dieu, s'il n'est pas en train de revenir pour faire un duplicata, pourquoi vous allez l'obliger à revenir faire le permis, votre permis, parce que vous voulez avoir de la clientèle pour les gens. Que ce soit maintenant, à partir de maintenant qu'on a décidé que désormais le permis sera comme ça, très bien. Alors, on ne va pas réveiller les morts pour leur dire de reprendre leur permis, mais tous ceux qui seront nouvellement en situation de chercher le permis dans le nouveau contexte, naturellement, peuvent être en situation d'être en train de subir les mesures nouvelles. Mais pas demander à tous les morts de se réveiller, à tous les gens qui ont déjà leur permis, de revenir, alors que toi, tu as eu ton permis il y a 30 ans. On va te dire de revenir pour reprendre, pour comment on appelle ça, faire le permis biométrique parce qu'on veut donner un marché à quelqu'un qui doit gagner de l'argent sur toi. Non, c'est pas possible. On a combien de millions de Nigériens qui ont déjà le permis? Et si on devait décider systématiquement qu'ils doivent reprendre tous et on donne un délai pour dire que bon, voilà, on a un délai d'1 an et on veut que dans ce délai-là, que les gens soient tous obligés, si on est 3 millions, 4 millions, 5 millions de détenteurs de permis de conduire, alors il faut qu'on revienne pour reprendre le compte. Imaginez 5 millions de personnes, même à 10 000 francs. Même à 10 000 francs, ça fait combien de milliards? Vous vous rendez compte? Même à 10 000 francs, 5 millions de personnes à 10 000 francs, ça fait 50 milliards. 50 milliards de marché qu'on va donner à quelqu'un, parce que, comme ça a été établi d'ailleurs par la Halcia dans son rapport, qu'il y a eu de la discrimination, il y a eu du népotisme, il y a eu du favoritisme dans ce dossier-là. Et on ne veut pas prendre des sanctions, on ne veut pas prendre des décisions, et on veut que nous, peuple nigérien, nous soyons dans la situation de subir parce que nous sommes devenus une sorte de vache à lait. Et notez que ces questions de réforme au niveau du ministère des Transports, il y a eu une histoire à ça. Il y avait naturellement un certain nombre de préoccupations qui ont pu être soulevées et qui ont engendré la nécessité d'envisager de faire des réformes pour améliorer l'activité de transport, améliorer la sécurité dans le secteur de transport, améliorer un certain nombre de choses par rapport à ça. Mais pour le faire, on n'a pas dit que c'est pour que l'État soit dans la situation d'être dépossédé de ses pouvoirs régaliens et transmis maintenant entre les mains des privés qui vont venir, eux, se faire de l'argent parce que c'est eux qui savent et chercher l'argent. Et on va maintenant prendre des mesures réglementaires pour imposer aux gens d'être condamnés à devenir des clients systématiques. Parce que si on prend une mesure et qu'on prend un délai et qu'on oblige les gens à s'exécuter, ça veut dire que le monsieur, gratuitement, il va trouver la clientèle qui va venir le trouver parce qu'il faut se mettre en règle avec la nouvelle mesure qui a été prise. Cela est catastrophique. Vous allez le voir, la première chose qu'ils ont faite, c'est la visite technique. Nous ne sommes pas contre qu'il y ait une amélioration de la visite technique dans notre pays pour regarder tous les moyens de transport qui sont en circulation dans notre pays, que nos compatriotes utilisent, que ce soit petits ou grands moyens de transport, qu'on s'assure que les organes de ces moyens de transport sont de qualité,
que le véhicule est techniquement en situation d'être en circulation. Pour éviter, surtout pour les moyens de transport public, ceux qui transportent les gens à travers, qui font du commerce avec, et qui sont dans la situation, et vous vous rendez compte, vous avez un véhicule, si il a des difficultés, il n'est pas techniquement bon, il peut courir le risque d'aller provoquer des accidents graves et contre les personnes qui sont transportées. Et pour ça, on a dit qu'il n'y a absolument pour nous aucun problème que l'État puisse créer les conditions pour faire en sorte que toutes les personnes qui sont dans ces conditions-là, qu'ils puissent être obligés régulièrement d'amener leur véhicule au niveau d'un service technique compétent avec des gens assermentés qui vont faire le contrôle et qui vont certifier que le véhicule est en bon état et qu'il peut bel et bien aller circuler pendant la durée et qui est retenu. Là, en ce moment, on sait que même un véhicule neuf, il peut faire accident. Mais quand un véhicule a des difficultés, on sait qu'il y a des problèmes, par exemple, le système de freinage ne marche pas, le système d'embrayage ne marche pas, il n'a pas un certain nombre de choses qui vont permettre de le mettre en interaction avec les autres usagers sur le truc, tel que les éléments de signalisation sur son véhicule. Naturellement, s'il est en circulation, il peut être source d'un problème dangereux pour les populations, notamment les usagers de la route. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc voilà pourquoi il était question de faire une réforme dans ce domaine et créer quelque chose qui va permettre à l'État de veiller à ce que tous les gens soient dans la société, et même les particuliers. Même vous, en tant que particulier, vous pouvez avoir besoin de vérifier votre véhicule s'il est en bon état de marche pour assurer votre déplacement, si vous avez un déplacement de longue distance à faire avec vos amis, avec votre famille. Donc vous avez besoin de savoir si votre véhicule est en bon état et avec une certification des acteurs techniques qui connaissent très bien la chose et qui relèvent de ce que l'État a mis en place. Maintenant, on a fait ces recommandations-là. Et au moment de décider donc d'aller dans le sens d'aller faire ce genre imposer ça aux gens, paf, on dit non, il faut maintenant faire une convention et il faut privatiser ça, il faut chercher un délégataire à qui on va déléguer l'activité et il sera le concessionnaire. Et ça sera lui maintenant qui va être là, il va guetter. L'État va obliger les gens à aller faire la visite technique et lui, il va aller acheter, il va guetter pour qu'il soit celui qui va faire la visite technique moyennant l'argent qu'on va lui donner. Et là, c'est lui qui va venir se faire de l'argent avec. Et c'est ce qui est en train de se passer depuis 10 ans. Aujourd'hui, de façon totalement illégale. Il y a même eu une inspection d'État qui a été faite au niveau de ces services-là. On a eu le temps de se rendre compte que les gens ne respectent rien par rapport aux conventions sur lesquelles ils se sont entendus, même par rapport à ce qu'ils ont fait en termes de concession. Tout ce qu'ils sont censés verser à l'État, rien du tout. Et tout ce qui devait être fait, rien. Le monsieur devait s'installer à son compte. Maintenant, ils sont venus s'installer dans les installations de l'État. Et ils ne payent rien. Si vous partez ici, vous partez toujours au centre CFTTR, qui est le centre de l'État. Et on a dit que les gens là doivent être partout dans le pays, à l'intérieur, au niveau cette autre région du pays. Ils ne sont qu'à Niamey. Donc ils n'ont pas respecté leur cahier des charges. Ils n'ont pas été en mesure de respecter leur cahier des charges. Donc on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui l'État va être complice d'une escroquerie des citoyens ou des gens qui ne remplissent pas les critères techniques recherchés ou souhaités pour pouvoir apprécier et valider la visite technique pour le faire. Maintenant, souvent, ils font des arrangements. Ce n'est pas des gens qui se sentent obligés de respecter certaines choses. Et comme j'ai parlé d'assermenter, assermenter, ça veut dire que c'est comme si c'est des gens qui agissent au compte de l'État et ils doivent faire attention. Ces gens-là, ils s'en foutent. Vous pouvez même envoyer vos documents, ils vont vous signer ça. On a vu des cas. Mais ce n'est pas tant ça le problème. Le problème, c'est que c'est l'État lui-même. Tellement la chose est importante qu'il doit avoir des agents à lui, en tant qu'État, dédiés à cette activité, formés à cette activité, avec les moyens qui sont susceptibles de le faire. Si donc il y a de l'argent à donner pour le travail qu'on demande de faire, alors le citoyen va payer, mais il paye à l'État. Pourquoi il va payer à un individu? C'est arrivé maintenant, on a fait ça. Après maintenant, il vous souviendra qu'il y a eu avant ça une affaire depuis 2002, 2003, 2004, ça a commencé en 2004, la question de plaques d'immatriculation.
quand on avait décidé, la première fois qu'on a dit on va changer le format de plaque d'immatriculation et on va même instituer encore la réimmatriculation des véhicules tous les 10 ans. Nous avons dit ça n'a pas de sens. Et quand on l'a décidé ça à l'époque, on a décidé de donner ça à une seule société de droit étranger d'ailleurs qui était un Béninois et Afrique et plaques et accessoires automobiles. C'est à eux qui ont été attributaires de cette concession et on a interdit à tout autre Nigérien de participer à la confection des plaques. Ils ont fait un modèle et le modèle, voilà, tout le monde connaît le résultat. Donc, nous avons dit, comment dans un État on peut créer des situations pour faire instituer des monopoles à la faveur de quelques personnes, pour qu'eux, ils viennent s'enrichir sur le dos du peuple, au détriment des autres qui peuvent aussi être là, pour qu'eux aussi, ils puissent tirer leur parti. C'est ça qui fait que, quand il y a eu l'idée et après autre discussion qui avait été faite, et sur 2 aspects. On a dit dans un premier temps, au Nigeria, c'est lourd de créer une entreprise. On a dit de faire un guichet unique qui est logé à la Chambre de commerce. C'est lourd de mettre en circulation un véhicule avec les va-et-vient un peu partout, les tracasseries. On a dit, bon, donc pourquoi ne pas créer un guichet unique où tous les services vont être là. Et toutes les institutions vont être représentées, les institutions de l'État et même les institutions privées qui peuvent jouer un rôle dans le processus de mise en circulation normale d'un véhicule importé. Donc, à l'importation, on sait qu'il y a la douane. Ensuite, après la douane, il y a la police qui va vérifier si le véhicule n'est pas volé, notamment les services Interpol. Ensuite, il y a les services des impôts qui doivent être là pour regarder la question de la vignette et autres timbres à payer. Maintenant, il y a aussi les services du ministère des Transports, ceux-là qui sont chargés d'autoriser la mise en circulation, en consommation du véhicule et qui vont donner à ce véhicule un numéro d'immatriculation. Donc, cette activité-là, ce service-là avait été donc prévu pour être donné au niveau de cette institution-là. Donc, il y a un service représenté par les agents du ministère le ministère des Transports. Maintenant, après ça, il y a aussi, quand vous finissez tous les circuits, vous allez déboucher sur la confection des plaques. Donc, il y a d'autres acteurs aussi qui ont bénéficié. Il y a 2, je crois, à 3 personnes qui ont bénéficié de la convention de l'autorisation d'être ceux qui vont mettre en œuvre la confection de plaques au compte des citoyens demandeurs et dans le processus. Et c'est comme ça on a dit, il y a, je crois, actuellement il y a 2 sociétés qui sont déjà opérationnelles sur le terrain, mais il y a une 3e qui devait arriver pour permettre d'élargir, la concurrence par rapport à ça et espérer améliorer la qualité, mieux au-delà de la qualité, assurer aussi la facilité de faire le truc au lieu d'avoir des embouteillages. Normalement, le guichet unique, on n'est pas censé mettre un véhicule là-bas et il va faire 1 mois. Ou 2 semaines, 3 semaines, non. On doit avoir une fluidité dans le traitement de la queue, de telle manière que les choses vont aller plus vite. Mais aujourd'hui, vous avez souvent des lenteurs qui ne s'expliquent pas en raison d'un certain nombre de blocages qui sont malheureusement constatés. Donc, il y a des acteurs qui sont là. L'idée du guichet unique avait été pensée parce que ça permet de rassembler tous les acteurs au même endroit. Et maintenant, au moment où l'État, on a décidé donc de faire le guichet, on a dit, bon, on va faire le guichet, est-ce que l'État peut le construire lui-même? L'État dit, bon, je ne peux pas le construire, mais on va utiliser la formule de partenariat public-privé, trouver un partenaire qui, lui, s'il est d'accord, il va venir construire le guichet, il va exploiter le guichet, les gens qui vont venir s'installer pour faire le travail, chacun va venir prendre un truc. Si vous êtes un service d'assurance, parce qu'on a besoin des assurances, si vous êtes un service de banque, vous pouvez venir chercher votre petit bureau là-bas. Si vous êtes celui qui fait les plaques d'immatriculation, vous pouvez venir installer votre atelier en bout de ligne. Et si vous êtes ministère direction des impôts, eux aussi vous pouvez venir pour installer vos trucs. Et puis les gens qui doivent prendre de vignettes, parce qu'aucun véhicule ne doit sortir de ce guichet s'il n'est pas normalement en règle. Donc c'est fait de telle manière qu'à l'entrée, le véhicule rentre de son statut d'importé et en sortant, il est censé avoir payé la douane.
il est censé avoir fait toutes les formalités pour la mise en circulation de son véhicule. Il est censé avoir payé la vignette. Il est censé avoir payé l'assurance pour que le véhicule à la sortie de ce guichet est censé être un véhicule prêt à la circulation normale. Mais vous avez entendu ce qui a été fait au niveau de la Halcia. Mais la Halcia a fait un travail au niveau de ce guichet et elle s'est rendue compte qu'il y a eu des manquements qui ont été observés au niveau de ces guichets, où des gens ont pratiquement, il y a eu, sans que le véhicule ne soit effectivement dédouané, on est passé, on a fait autre chose et on a pu mettre en évidence ils ont dit dans leur rapport, à peu près 5 milliards de manques à gagner de l'État. Jusque-là, aujourd'hui, on ne sait même pas quelle est l'issue de ça, quelle est la suite réservée à ces manquements-là qui avaient été observés. Et c'est dans toutes ces situations où les gens sont sur les nerfs, ils sont stressés, que l'État va décider que non, on va encore continuer à insister. Nous, ce n'est pas seulement l'immatriculation de nouveaux véhicules. Non, on va introduire autre chose pour qu'on provoque la réimmatriculation des véhicules et obliger les gens à reprendre donc leur carte grise. Et donc, si vous reprenez la carte grise, vous allez être obligé de payer tout ce qui est attaché à la reprise de la carte grise. Et vous allez être obligé de payer la nouvelle plaque d'immatriculation. Et ça fait donc beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent qu'on va demander aux citoyens de payer. Donc, nous avons dit, si pour les véhicules nouveaux qui rentrent, on comprend que ce qui doit se faire là-bas, mais pourquoi diantre on va obliger un citoyen qui a déjà son véhicule immatriculé dans des conditions régulières. Et il y a quelques années, on va l'obliger de revenir reprendre la réimmatriculation. Et donner un délai. Et dire aux gens que si le délai n'a pas, tout celui qui n'a pas la nouvelle immatriculation, on va l'arrêter, on va mettre la police à sa trousse et on va le sanctionner. En vertu de quoi? En vertu de quoi? Si c'est ça, pourquoi on ne va pas changer la date de naissance de tout le monde? On ne va pas changer le nom à tout le monde. Pourquoi on ne va pas même reprendre le mariage de tous les parents des gens pour qu'on puisse vérifier ça? Pour quelle raison on va décider, un citoyen, il a son véhicule, il a déjà immatriculé son véhicule? Parce que vous voulez avoir un marché pour vos amis à qui vous avez fait la concession de la confection de ces plaques, il faut le trouver de la clientèle. Il faut le trouver de la clientèle et pour ça, alors, il faut imposer aux gens la réimmatriculation. Est-ce qu'ils ont regardé réellement la situation des gens dans leur poche? Déjà aujourd'hui, avec cette situation de coronavirus qui a couronné tout le monde depuis combien de temps? Les gens sont là, même pour régler des petits problèmes. Jadis, on arrivait à régler. Aujourd'hui, c'est la misère généralisée. Si ce n'est pas eux qui ont justement acquis ces petites voies pour pouvoir se faire de l'argent indûment sur le dos du peuple nigérien, et qui a de l'argent pour se mettre à s'amuser, à aller dépenser. Aujourd'hui, si vous devez reprendre une plaque, c'est au moins 50 000. Sans compter les va-et-vient que vous devez faire. Mais 50 000, qui a 50 000 à donner comme ça à des gaillards? Voilà pourquoi nous estimons que ça, c'est une situation qu'il faut dénoncer. Le peuple nigérien ne peut pas continuer à jouer aux moutons. Et que les mêmes gens d'ailleurs qui sont là aujourd'hui en train de faire toutes ces manipulations-là, ce sont des gens qui sont des fautifs qu'on a déjà identifiés par ailleurs, qui sont responsables de plusieurs gabégies par ailleurs, et qui vont maintenant continuer à vouloir nous prendre comme des vaches à lait, et que nous, on va continuer à se soumettre à leur décision injuste, leur décision illégale. Parce que vous ne pouvez pas, la loi est claire. Les lois et règlements de la République n'ont d'effet rétroactif qu'en ce qui concerne les droits et avantages qu'ils peuvent conférer aux citoyens. Alors, est-ce que c'est un avantage que le fait d'instituer une réforme et d'obliger les gens à reprendre les plaques d'immatriculation et de payer 50 000 francs? Nous avons dit, jusqu'à présent, nous sommes sur notre position. Par rapport à cette réforme, c'est une réforme que nous considérons biaisée. Et il faut que le rapport de la Halcia soit exploité, pour que la sanction qui doit être portée soit... Nous ne sommes pas contre les réformes, mais les réformes qui doivent tenir compte d'un certain nombre de principes de base. Aujourd'hui, on est là, ils ont essayé de chercher des copains. Vous avez vu, un moment, ils ont mobilisé le président de l'Assemblée qui est parti là-bas pour, soi-disant, faire son permis, et il a profité pour faire une publicité pour demander aux gens de venir faire comme lui. Et depuis quand on a vu un président de l'Assemblée se permettre de se comporter comme ça dans les choses de cette nature? Et tout ça parce que c'est des copinages partisans et que les gens pensent que c'est comme ça qu'il faut faire. Nous estimons que
c'est pas normal. Et cette activité-là doit être suspendue et reportée jusqu'à ce que des conditions soient réunies et que les gens soient bien sensibilisés et qu'on puisse recadrer cette réforme, qu'on sache exactement elle doit couvrir quoi et quoi. Et elle doit aller jusqu'à quand? Parce qu'on ne peut pas demander aux gens qui ont des permis permanents de les reprendre pour avoir des permis temporaires que tu vas reprendre tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Donc tous les 5 ans, tous les 10 ans, il faut que tu cherches de l'argent à donner à ces gens-là. Ah bah, c'est exagéré, c'est inadmissible. Voilà ce que nous dénonçons. Voilà ce que nous considérons qu'il y a lieu de dénoncer et il y a même lieu de le combattre. Au-delà de la dénonciation, il faut le combattre. Parce que là-dedans, il y a même de la concussion. On a vu, la CIA a relevé qu'il y a même du népotisme là-dedans, il y a du favoritisme, il y a de la tentative de corruption dans tout ce qui a été fait. Donc pourquoi on ne va pas exploiter le rapport de la CIA et on va nous demander maintenant qu'on nous donne un délai de 14 jours et on nous dit, bon voilà, il faut que les gens... Ils pensent que les gens ont oublié. Ils pensent maintenant que tout est terminé. Lui, là, d'ailleurs, il n'a qu'à revenir nous donner nos explications qu'on attend de lui par rapport au ministère de la Défense.